No is not enough. Dire non ne suffit plus. Nous sommes ici à Paris, près de la gare du Nord, au Belouchis, qui nous fait l'amabilité de nous recevoir, qui est aussi une auberge de jeunesse, pour une invitée prestigieuse qui accompagne toutes les luttes de la société civile en France, Naomi Klein. Merci Naomi Klein d'être là. Vous pouvez tout de suite tester votre popularité ici même. Nous sommes ici pour ce livre, « Dire non ne suffit plus ». Ce livre qui vient de sortir aux éditions Actes Sud en français, en même temps qu'il sort partout dans le monde. Un livre sur le choc Trump, l'illustration pratique de la stratégie du choc que vous aviez si admirablement démasqué. Un livre qui commence à l'enseigne de cette déclaration de Martin Luther King en 1967, il y a donc 50 ans exactement. Il est grand temps de passer d'une société orientée vers les choses à une société orientée sur les êtres. Si l'on pense que les machines et les ordinateurs, le profit et les droits de propriété sont plus importants que les personnes, alors le trio de géants, racisme, matérialisme et militarisme, est impossible à vaincre. Dire nous ne suffit plus, c'est pour nous montrer qu'il est possible de le vaincre, qu'il est possible d'inventer ce nous qui dit non et qui, en disant non, invente les causes communes de l'égalité, de la justice, de la liberté, du respect, de la dignité, de la survie, de la protection et même de la décence. Cet événement est organisé par Mediapart. Il sera rediffusé la semaine prochaine pour tous les lecteurs de Mediapart, et tous ceux qui sont là aujourd'hui peuvent organiser ensuite des débats lors de cette projection. En même temps, c'est associé à nous nos amis de Basta, Bastamag, qui est un autre journal en ligne. Et puis, deux organisations soutiennent cet événement. Attac, qui va bientôt fêter ses 20 ans, le mouvement qui a accompagné toutes les initiatives altermondialistes, et puis 350.org, qui est un mouvement climatique populaire mondial qui est accompagné par vous, car vous êtes membre du board, comme on dit en anglais, c'est-à-dire du conseil d'administration en français. Notre événement se déroulera en 2 temps. D'abord avec ma consoeur Jade Lingard, qui suit toutes ces questions d'enjeux de civilisation au-delà des dérèglements climatiques. Nous allons, au fond, vous faire parler de ce livre. Et puis, dans un deuxième temps, 5 personnes, au nom des organisations ici présentes, au nom de la société civile, au nom de ces combats, vous interpelleront. En lisant ce livre, et ce sera ma seule question avant de passer la parole à Jade, qui est un formidable livre d'espoir, mais qui en même temps nous montre combien nous sommes face à un immense défi. Vous dites tout de suite que Trump, c'est un peu le Frankenstein de votre œuvre. Et j'ai pensé à cette phrase de l'intellectuel Antonio Gramsci dans les périodes de transition, quand un vieux monde est en train de mourir, s'accroche à son pouvoir et qu'un nouveau monde tarde à naître. Dans cet intervalle, disait Gramsci, dans la crise des années 30 du siècle passé, surgissent les monstres. Et nous avons ce monstre-là. Alors, ma question, c'est toute simple. C'est ce Frankenstein qui illustre tellement tout ce sur quoi vous nous avez mis en garde. Est-ce qu'il dépasse vos pires cauchemars? Très bonne question. First of all, I just want to say how pleased I am to be here. Je voudrais commencer par dire que je suis ravie d'être là. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas eu l'occasion de revenir à Paris, pas depuis la COP21. Je suis ravie d'être ici avec tous mes amis, avec Mediapart, avec Attac, avec 350.org, avec Bastamag, avec tous ces amis avec qui j'ai déjà souvent travaillé par le passé. Jade et moi, d'ailleurs, on se connaît depuis longtemps puisque ça remonte à nos logos à l'époque où elle travaillait aux Inrocks.
You know, I think that if you were to have written a novel, je pense que si, il y a 5 ans, vous aviez voulu publier un roman de science-fiction dans lequel vous imaginiez un futur dans lequel Trump serait le président des États-Unis, probablement l'éditeur auquel vous seriez adressé vous aurait répondu non, c'est beaucoup trop cliché. Which is to say, you know, is this my worst nightmare? Donc, est-ce que c'est mon pire cauchemar? C'est encore pire que ça. C'est vraiment une dystopie, une histoire de science-fiction très à l'imaginaire complètement plat et véritablement très mauvaise. Science fiction that we're living in. The one thing I would just say, you know, in bringing this book to Europe. Il y a une chose que je voudrais dire, c'est qu'en présentant ici ce livre en Europe, j'ai eu quand même quelques hésitations parce que je n'ai pas envie d'encourager un sentiment un peu de complaisance. Encourage a sense of complacency, which I think can happen sometimes when the United States qui apparaît souvent quand les États-Unis se retrouvent dans une position grotesque comme celle qui est la leur aujourd'hui, qui est que tout le monde se sent un peu mieux, forcément, par comparaison. Je n'ai pas du tout envie d'encourager ce genre de sentiment de complaisance. Vous avez vos propres monstres ici. And so, really, what I try to do with this book is it's not a book about Trump. Ce que j'essaie de faire avec ce livre, c'est pas un livre sur Trump, c'est pas un livre qui a vocation à analyser sa psychologie de cet individu en particulier, à essayer de comprendre le vide qui peut régner dans son esprit. Ça m'intéresse pas du tout. Trying to put Trump in context. Le but de ce livre, c'est vraiment de replacer Trump dans son contexte. C'est justement d'essayer d'échapper à ce récit, cette narration du choc, en le replaçant dans un contexte qui doit aussi être un contexte mondial, parce que c'est un phénomène mondial qui se manifeste dans tous les pays de façon à chaque fois spécifique, mais c'est une tendance qui est globale, celle de la montée de régimes d'extrême droite, de leaders populistes, chauvins, etc. Very dangerous right-wing fake populism. A rise of white supremacy and Trump, c'est la version américaine, mais dans tous les pays, il y a des manifestations particulières. Ça peut être Le Pen en France, ça peut être Modi en Inde. It looks like Marine Le Pen. Other places, it looks like Modi. But it is a global phenomenon. Naomi, la dernière fois qu'on vous a vu en France, c'était en 2015, lors de la COP21, le sommet sur le climat. Depuis, Trump a été élu. Une de ses premières décisions internationales a été d'annoncer la sortie des États-Unis de l'accord de Paris. Il a également annulé les réglementations sur les centrales à charbon. Il a nommé un climato-sceptique à la tête de l'équivalent américain du ministère de l'écologie. Comment expliquez-vous que les attaques contre le climat soient si importantes dans sa politique? So I think what Trump is this singular manifestation of a worldview. Trump, c'est une manifestation, une incarnation particulière d'une certaine vision du monde qui est fondée sur la domination à tous les niveaux. A conception of power that is all about power over other. La domination des personnes, évidemment, mais plus largement l'idée d'exercer son pouvoir sur les autres, que les autres soient différents de nous par leur couleur, par leur genre, par la sexualité, etc. C'est un monde, une vision du monde qui est extrêmement hiérarchisée et qui est extrêmement violente. Et la domination du monde naturel fait aussi partie de cette vision-là, donc tout ça c'est lié. The argument that I made in my last book, in Tout peut changer, is dans mon dernier livre, Tout peut changer, j'ai essayé d'aborder la raison pour laquelle ils tiennent justement autant ces mouvements d'extrême droite à nier le changement climatique. C'est qu'en fait, s'ils l'acceptaient, c'est tout leur monde, toute leur vision du monde qui s'effondrerait. Et Trump incarne ça. And I think you see this very clearly with Trump. But I mean, just to give one example, because I'm not going to go on and on. I mean, he's just introduced this plan to slash taxes, right? To slash corporate taxes. En juste un exemple, Trump vient d'annoncer une stratégie pour supprimer tout un tas de taxes et d'impositions sur les grandes entreprises. C'est assez similaire à ce que Macron est en train d'essayer de faire ici. Ça signifie forcément un trou dans le budget américain. C'est un cadeau qui est fait aux élites, mais interprété dans le contexte du changement climatique, dans le contexte qui a été celui des États-Unis récemment. Pas que des États-Unis d'ailleurs, mais cet été, par exemple, avec les 3 méga-tempêtes qui ont touché le pays, avec des incendies complètement incontrôlés qui ont été tellement énormes que la fumée était présente à travers le pays de l'océan Pacifique à l'océan Atlantique. It was like nothing we have seen before. And all of this costs money. En fait,
une telle crise climatique, il faut de l'argent pour y répondre. Et pour répondre en plus aux racines vraiment profondes de cette crise climatique, il en faudrait encore plus pour engager la transition, pour sortir des énergies fossiles, etc. And we don't do this in the context of austerity. We have a direct clash between the ideological and economic project that so benefits elites. Et c'est là qu'il y a une contradiction totale entre l'idéologie, le projet économique et le projet politique qui est celui justement de ces élites de Trump et ce qu'il faudrait faire pour répondre à la crise climatique aujourd'hui. Et Trump et son cabinet de multimilliardaires, parmi lesquels on trouve par exemple Rex Tillerson, qui est l'ancien PDG d'Exxon, qu'on avait mis ici en procès pendant la COP 21 d'ailleurs. We put on trial here in Paris during the COP for his role and his company's role in spreading disinformation about climate change. He doesn't deny the reality of climate change, but who cares? En fait, il ne nie pas, lui, l'existence du changement climatique, mais peu importe, en fait, parce qu'il n'a juste rien envie de faire pour régler la situation. Il préfère même la laisser encore s'aggraver. Ils sont tous d'accord là-dessus. Donc, il y a vraiment une contradiction entre le projet économique qui repose vraiment sur l'extractivisme à tous les niveaux, l'extractivisme au niveau de la terre, mais aussi au niveau des biens publics et des richesses publiques. C'est complètement incompatible avec les réponses qu'il faudrait apporter à la crise du changement climatique. Et c'est pour ça vraiment que ce climato-scepticisme, il est au cœur en fait de leur projet politique. Et c'est d'ailleurs ce qui marche finalement le mieux dans le projet de Trump, ce qu'il a pu le plus mettre en place depuis le début de son mandat, parce qu'il y a plein d'autres politiques sur lesquelles il a été un peu arrêté par le Congrès, mais au niveau de l'environnement, il y a énormément de lois et de régulations qui peuvent évoluer sans passer par le Congrès, et donc il a déjà pu faire beaucoup dans ce sens. It's really this process of dismantling existing regulations that can be done just at the EPA, and they have done a whole hell of a lot. En introduction du livre, vous posez un paradoxe qui est que Donald Trump est à la fois une caricature et en même temps la conséquence logique d'une histoire et le produit direct d'un système de pouvoir. Alors si on va aller très vite, de la violence néolibérale, d'un souverainisme raciste, xénophobe, d'une violence sexiste dans ses actes et dans ses propos. Est-ce que je peux vous demander d'essayer de décrire pour nous quel est ce pouvoir et quel est ce système dont, selon vous, il est l'incarnation, Donald Trump? Well, I think part of it is what I referred to earlier, which is this vision of the world based on domination, also extraction. En fait, ça revient à ce que j'ai dit un petit peu plus tôt. Ça revient vraiment à cette vision du monde qui est fondée sur la domination, qui est fondée sur l'extraction, qui est fondée sur le fait de prendre à la terre, à la planète, mais aussi de prendre aux gens, comme s'il n'y avait absolument aucune limite et comme s'il n'y avait absolument aucune conséquence. Dans ce livre, je décris assez longuement ce qu'est la marque Trump, ce que c'est exactement, ce qu'il nous vend en fait depuis toutes ces années. Et c'est un élément tout à fait révélateur et éclairant par rapport à toutes ces questions qu'on va aborder ensemble, que ce soit les violences faites aux femmes, que ce soit la police qui arrête les gens de couleur et qui les violente particulièrement ou les harcèle. Trump's brand is being the guy who is so rich. C'est qu'en fait, la marque Trump, c'est l'impunité. C'est l'impunité totale. C'est l'idée que quand on est suffisamment riche, on peut faire absolument tout ce qu'on veut. C'est ce rêve, en fait, d'une liberté absolue par la richesse. Et ça, c'est extrêmement révélateur de cette vision du monde. Il y a un moment très fort où vous dites combien il y a chez Trump, et c'est deux mots. C'est le mot décence, et ensuite, c'est le mot vol. Le fait que c'est l'antithèse de la décence, c'est-à-dire simplement porter de l'aide à quelqu'un qui tombe dans la rue. Et par ailleurs, vous donnez des exemples comment il a théorisé, y compris dans ses affaires, le vol, tromper, baiser, dit-il, en affaires, quelqu'un. Et je souligne ça parce que cette pédagogie du désastre, c'est une pédagogie qui libère dans l'espace public la transgression, à tout point de vue. Exactly. And so many of the people who he has surrounded himself with share this history of just. Il y a beaucoup des gens en fait dont il s'est entouré qui partagent cette histoire-là, qui partagent cet instinct de prédation immense, en particulier au moment des crises et au moment où les gens sont dans des situations de besoin. Son secrétaire du Trésor et travaille dans une banque qui a particulièrement profité des gens après la crise de 2008 et en particulier des plus âgés. Tens of thousands of people lost their homes thanks to this bank.
He has 5 former Goldman Sachs executives running. Il a 5 anciens cadres de Goldman Sachs dans son entourage immédiat, qui sont vraiment les gens qui ont provoqué cette crise de 2008 et qui ensuite en ont profité au détriment des gens. But the other thing I would say is one of the great ironies, right, is that this idea that you can take and take and take without consequence. Le plus ironique là-dedans, c'est que cette idée qu'on peut prendre et prendre encore sans qu'il y ait la moindre conséquence, elle est obsolète aujourd'hui. On est aujourd'hui à l'époque des conséquences. C'était le titre d'ailleurs, The Age of Consequences, d'un rapport du Pentagone sur le changement climatique. Tout ce qu'on a pu imaginer jusque-là, qu'on allait pomper le carbone dans l'atmosphère, etc., qu'il n'y aurait pas de conséquences, tout ça, c'est terminé. On est aujourd'hui à l'époque où justement les conséquences, on ne peut plus y échapper. Also, what we have done to workers, the treating of workers as if they are garbage, and the extracting and extracting. C'est pareil pour la façon aussi dont on a traité les travailleurs, les traiter vraiment comme de véritables déchets et extraire d'eux tout ce qu'on pouvait. On arrive aujourd'hui en fait aux conséquences de ces actes-là et en fait Trump en profite parce que c'est véritablement le terreau de colère et de frustration dont il a bénéficié particulièrement. Et aujourd'hui la question c'est quelle peut être la réponse progressiste, quelle peut être une réponse de justice face aux crises auxquelles nous faisons face. What is the progressive response? What is the justice-based response to these multiple crises? Le livre s'appelle « Dire non ne suffit plus » et vous montrez bien que se contenter d'une posture critique contre des dangers démocratiques peut enfermer dans une impuissance. Et vous citez notamment les mouvements qu'on a vus après la crise financière de 2008, que ce soit le Quince en Espagne, que ce soit Occupy aux États-Unis, que ce soit les mouvements en Grèce. Vous leur opposez un autre mouvement, le mouvement de Standing Rock, où se sont mobilisés énormément de gens autour des communautés des peuples indiens contre la construction d'un oléoduc, Dakota Access. En France, on pourrait citer sans doute l'exemple de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, qui est une commune autogérée qui s'est créée contre un projet d'aéroport. Est-ce que vous pourriez expliquer ce qu'il y a d'aussi inspirant et d'aussi puissant dans l'imaginaire de la lutte de Standing Rock? Yes. Yeah, a friend of ours, John Jordan, I like to quote, who lives at the ZAD. Comme le dit depuis longtemps un ami à nous, John Jordan, qui vit sur la ZAD, justement, l'alternative et la résistance, en fait, le oui et le non, sont comme deux brins d'ADN qu'il faut absolument qu'on tisse ensemble. Ils sont absolument indissociables. Mais je crois qu'on a mis longtemps à réaliser la sagesse, justement, de cette vision. On ne peut pas se contenter de dire non aux accords commerciaux, de dire non aux pipelines, de dire non au fascisme, etc. Bien sûr qu'il faut continuer à dire non. We do need to say no to these incredibly dangerous threats. But 40 years into the neoliberal project, mais aujourd'hui, après 40 ans déjà dans cet univers néolibéral, on se rend compte que le plus grand obstacle auquel on est confronté, c'est la crise de nos propres imaginaires. En fait, c'est la véritable difficulté à imaginer un monde qui soit différent de ce monde néolibéral et un monde qui soit meilleur. Because there is no alternative project of neoliberalism has been so successful. Et même dans les moments en fait, où on voit l'injustice, même dans les moments où les gens réalisent à quel point cette situation est injuste, comme en 2008, on reste par ce manque d'imagination particulièrement vulnérable aux messages que nous font passer les élites qui disent en gros que l'alternative à ça, c'est l'apocalypse. So we need these living examples. And so Standing Rock has been this movement. It's coming from the Standing Rock Sioux Reservation. Le mouvement de Standing Rock, donc, qui a eu lieu dans une réserve Sioux où la population a résisté contre la construction d'un pipeline qui menaçait leur unique source d'eau potable. They insisted on not being described as protesters, but rather as water protectors. Ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'ils se sont définis tout de suite, dès le départ, pas
pas comme des manifestants contre, mais comme des protecteurs de l'eau. C'est-à-dire qu'ils se sont définis de façon positive. On n'est pas anti quelque chose, anti-pipeline, etc. On est pour l'eau, on est pour la vie. On protège ce système-là dont on dépend parce que c'était pas du tout une vision de la protection telle qu'on peut l'avoir, la vision très patriarcale du père qui protège, de l'État qui protège, le père qui protège sa famille, etc. C'était une vision fondée sur l'interdépendance, sur la réciprocité dans le système, dans laquelle, parce qu'on est interdépendant et qu'il y a de la réciprocité entre l'eau, entre nous, etc., on doit tous être des protecteurs. C'est une façon en fait de comprendre nos propres vulnérabilités plutôt qu'au contraire de se croire justement le protecteur tout-puissant. Et donc c'est une approche extrêmement différente de la protection par rapport à celle qui est souvent promue par nos États, avec par exemple l'état d'urgence, restez chez vous, l'État vous protégera, etc. Et vous en savez quelque chose en France. Indeed. So what was remarkable about being at Standing Rock was seeing that ce qui était particulièrement remarquable et intéressant à Standing Rock, c'est qu'ils ne se sont pas contentés de s'opposer au pipeline. Ils ont non seulement combattu contre le pipeline, mais ils ont aussi combattu pour une certaine vision du monde pour leur communauté, une vision post-énergie fossile, une vision fondée sur le savoir indigène, dans lequel on aurait des énergies 100% renouvelables, de l'agroécologie, etc. Ils ont défendu en fait une certaine vision du monde et en fait surtout ils ont amené une conception complètement différente de la relation qu'on peut avoir nous les êtres humains avec la nature. Et pour beaucoup de gens, les autochtones qui vivaient sur ces terres, mais aussi les non-autochtones qui sont venus aussi participer, ça a été comme une véritable grande école, en fait, un lieu d'apprentissage pour découvrir une autre façon de vivre. Et j'avais envie de citer donc cette leader indigène qui a été donc une des leaders de ce mouvement et qui a été une des premières à donner ces terres pour y installer un camp de manifestants, et elle qui racontait justement que ses petits-enfants venaient lui dire « Mais grand-mère, les Blancs ne savent pas faire un feu de camp, est-ce qu'on peut leur apprendre ?» Une des difficultés aujourd'hui pour les défenseurs des droits humains, des droits des femmes, des migrants, c'est d'agir dans un moment historique marqué par les attentats terroristes qui ouvrent la voie à des législations liberticides. Ce qu'on vit aujourd'hui en France avec un état d'urgence permanent qui vient d'entrer dans la loi, par la loi antiterroriste. Dans ce contexte-là, il y a la répression qui empêche beaucoup de militants d'agir, qui désencourage, qui désincite à se mobiliser, mais aussi qui rend finalement marginales les questions qui vous sont chères. Ces questions précisément de défense de l'eau, de défense de la terre, de défense des migrants. Comment faire dans ce contexte pour réagir à cette situation politique très particulière et qui pour beaucoup de gens fait perdre tout espoir de mobilisation? Ce livre, j'ai voulu l'écrire très vite. D'habitude, ça me prend au moins 5 ans pour écrire un livre. Là, je l'ai vraiment écrit en quelques mois parce que je voulais qu'il sorte aux États-Unis avant qu'il y ait une crise majeure. Je veux dire une crise majeure autre que la crise qu'incarne Trump lui-même. J'ai vécu cette expérience d'être ici à Paris pour la COP quelques jours à peine après les terribles attentats et au moment où était déclaré l'état d'urgence. Les manifestations ont été interdites pendant la COP, mais surtout j'ai vu aussi à quel point même la COP n'avait pas pris la place qu'elle aurait dû prendre, notamment dans la presse française ou même mondiale, en raison de ces événements ici dans votre ville. It was not front page news a lot of the days that this was happening in your own city, let alone the world. And so part of what I'm most afraid of under Trump. Et ce qui me fait peur avec Trump aujourd'hui, c'est que s'il y avait aujourd'hui un attentat à cette échelle-là commis aux États-Unis, qui ne soit pas commis évidemment par un homme blanc, et il serait très vraisemblablement exploité pour pouvoir réaliser des choses qui sont quand même encore aujourd'hui illégales. Je pense par exemple à l'interdiction d'entrer sur le territoire des musulmans issus de certains pays, qui avait conduit énormément de gens à aller manifester dans les aéroports et ce qui avait fait retirer cette interdiction. And people flooded to the
Mais s'il y avait un attentat similaire à celui qui a pu avoir en novembre 2015 à Paris, tout de suite, on passerait au niveau de menaces contre la sécurité nationale et de telles interdictions pourraient être instaurées. And there would be tanks in the streets, as there were in Standing Rock, right? But in answer to your question, it's interesting to think about what happened in the UK. Pour répondre à votre question, je trouve que c'est particulièrement intéressant de regarder ce qui s'est passé récemment au Royaume-Uni après les attentats de Manchester et puis ceux qui ont suivi juste après à Londres. C'était en plein milieu d'une campagne électorale et beaucoup pouvaient penser que tout ça serait très négatif pour Jeremy Corbyn parce que c'est dans ce genre de moment, les gens se cherchent un leader fort et c'est pas exactement ce qu'incarnait Jeremy Corbyn qui a toute une histoire de pacifisme, etc. It was really striking that he was able, in that moment, to do what has been so difficult for so many other leaders. Et en fait, il a réussi à faire ce que beaucoup d'autres leaders dans le monde ont eu énormément de mal à accomplir, qui est que bien évidemment, il a condamné ces événements atroces, mais il a aussi réussi à parler des causes du terrorisme, à parler de l'échec du paradigme de la guerre contre le terrorisme, de parler aussi d'évoquer les ventes d'armes du Royaume-Uni à l'Arabie Saoudite, etc. Et en fait, il a quand même réussi à en tirer finalement avantage. Enfin, son aura on a bénéficié parce qu'il y avait un véritable appétit de la part des gens pour expliquer des causes, pour dire que le terrorisme ne sortait pas de nulle part et surtout parce que tout ça s'accompagnait d'un véritable manifeste pour une vision d'avenir, quelque chose qui était un oui, qui n'était pas juste contre les conservateurs, contre les opposants, mais qui était une véritable vision d'avenir. Répondant aux besoins des gens avec une vision pour redévelopper l'éducation, avec une vision de la transition énergétique, pas assez rapide à mon goût, mais quand même une vision assez audacieuse, avec une vision aussi pour refinancer la santé publique et la sécurité sociale, et surtout pour revaloriser certains secteurs d'activité, et notamment tous ceux qui travaillent justement dans le soin à la personne, les infirmières, les enseignants, etc. Providing healthcare, nurses, teachers, really valorizing their work in a way that we haven't seen from this party called Labour since they rebranded themselves New Labour. Quelque chose qu'on n'avait pas vu dans le parti travailliste depuis que le Labour est devenu justement le New Labour et c'est en quelque sorte marketé comme une sorte de marque plutôt que le parti des travailleurs. Et le résultat, c'est qu'aux élections, au UKIP, le parti ultra-conservateur a finalement pas fait un très bon score. Évidemment, Corbyn n'a pas gagné, mais il a pris la majorité au parti conservateur. Ils ont eu plus de sièges, les travaillistes, qu'ils n'en avaient eu depuis 1945 et dans les sondages, ils continuent à monter, de sorte que s'il y avait des élections demain, ce qui est tout à fait possible vu comment le gouvernement actuellement gère mal ce qui est en train de se passer au Royaume-Uni, il pourrait tout à fait devenir le Premier ministre. He would be the next Prime Minister of Britain, and he has done it with a yes. Je voudrais souligner une chose qu'il y a dans le livre pour vraiment vous inciter tous à l'acheter, etc., etc. Et poser juste une dernière petite question de mon côté. C'est de signaler ce manifeste qui est à la fin du livre, un bond vers l'avant, manifeste auquel vous avez participé, manifeste pour un Canada fondé sur le souci de la planète et la solitude des uns envers les autres. C'est un modèle de manifeste des causes communes, les dérèglements climatiques, les injustices sociales, les excès financiers. Je cite juste ce passage qui est lumineux. « Nous déclarons que l'austérité, quotes avec des guillemets, qui s'en prend systématiquement aux secteurs faibles en carbone, comme l'éducation et la santé, tout en affamant les transports publics et en imposant de dangereuses privatisations dans le secteur énergétique, est une forme de pensée périmée qui menace la vie sur Terre. Façon, et c'est très actuel pour nous, de ne pas prendre cette question de l'austérité enfermée dans un agenda social, syndical stricto sensu, mais de la lier à l'ensemble de ces causes. Et ce manifeste est formidable parce qu'il est plein d'enthousiasme. Le temps est venu d'être courageux, vous entendez tous ? Le temps est venu de bondir vers l'avant. Ma petite question est moins drôle, moins optimiste.
c'est qu'avant cette quatrième partie qui donne du punch, de l'envie, il y a en revanche une troisième partie, comment le pire arrive, les chocs à venir. Et cette partie, pour nous Français, c'est très important que vous, quelques mots, vous disiez ça. Parce que vous commencez cette partie par la question de la démocratie, court-circuiter la démocratie. Je dis ça parce que Jade en a parlé tout à l'heure. Nous sommes dans ce pays très navrés de voir que sur les questions de liberté fondamentale, il n'y a pas la mobilisation que ce pays devrait faire. Il n'y a pas eu des milliers de personnes dans la rue sur l'état d'urgence qui est désormais dans le droit commun, alors que tous les défenseurs des droits humains sont d'accord. Il devrait y avoir des dizaines de milliers de personnes. Il devrait y avoir ça. Il n'y a pas eu ça sur simplement le devoir d'hospitalité, accueillir, la solidarité avec les migrants, alors qu'à Barcelone, il y a eu 15 000 personnes cette année là-dessus. Et donc, pourquoi, au-delà des attaques, pour nous positivement, cette question de la culture démocratique, de la pratique démocratique, de l'idéal démocratique est-elle si importante pour vous? Well, I mean, I would love to hear from you on why you think this is happening. You know, why there is this cultural. En fait, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Vu de loin, tout ça ressemble fort à une crise de confiance, comme s'il y avait toujours cette éternelle dichotomie, ce choix uniquement entre le fascisme et l'extrême droite et une sorte de centrisme, en tout cas prétendu centrisme néolibéral qui exige toujours plus des ressources naturelles, qui exige toujours plus des gens. Et pourtant, c'est impossible de faire ce que fait Macron sur le plan fiscal actuellement et de prétendre make the planet great again, rendre à nouveau la planète sa grandeur. Évidemment, ça ne tient pas du tout la route. But it feels like maybe people are just frightened. Si c'est le cas, si c'est effectivement cette crise de confiance, la crainte que peut-être si on enlevait le président Macron, on aurait plus encore d'extrême droite. You know, and I think if that's the case, then we need to address this crisis of confidence, right? La question, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut lutter contre répondre à cette crise de confiance. On a besoin, je pense, de plus de choses comme justement ce manifeste qui est à la fin du livre, qui a été écrit de façon collaborative et qui a vraiment vocation à nous sortir de nos cases, à nous sortir de nos catégories, parce qu'on a beau entreapercevoir qu'il y a évidemment un lien entre toutes ces questions. We understand the connection between austerity and climate change and labor rights and women's rights, and maybe we can sort of glimpse it when you're reading a book or you're having an argument. Entre le changement climatique, entre les droits des travailleurs, les droits des femmes, les droits des indigènes, etc., etc. On entrevoit ces connexions, mais on reste malgré tout très compartimentés, chacun dans nos silos. Et je pense que si on se force, à travers de ce genre d'expérience, à en sortir davantage, pas en sortir pour se réunir autour d'un non, mais pour se réunir autour d'un oui et d'une vision du monde commune partagée. Si on fait un peu plus souvent cet exercice-là, on arrivera à envisager un autre monde possible et à reprendre confiance pour se battre. Mais je vous renvoie pour autant la question. Naomi, on est là pour vous écouter, pas pour écouter la réponse de Mediapart, même si ceux qui nous lisent le savent. Fondamentalement, nous pensons qu'il y a un vrai problème de culture démocratique qui infiltre toutes les forces politiques de ce pays, liées à notre trop longue tradition bonapartiste, césariste, présidentialiste, qui crée une culture à la fois verticale et qui crée un moindre intérêt à la question de l'écosystème démocratique, à cette idée que la démocratie, c'est pas simplement voter, c'est pas simplement le droit de vote, c'est pas simplement choisir un leader, c'est pas simplement avoir un représentant. Et là, il y a une très longue durée française qui, hélas, nous entrave, et c'est au cœur de la crise de confiance dont vous parlez. Merci Naomi. Merci à vous.